Evening News. Ouverture de la 22e édition du Forum de Bamako. Nos reporters ont suivi la cérémonie d'ouverture pour vous. Lancement de la retraite stratégique du SINABEF à Ségou, les détails à suivre. Entre autres sujets abordés dans la page internationale, l'incendie mortel au Sénégal, considéré comme extrêmement douloureux, d'après le ministre de la Santé. Bienvenue à toutes et à tous sur Djoliba TV News, dans le journal Djoliba Evening News et mes téléspectateurs. La 22e édition du Forum de Bamako a ouvert ses portes ce jeudi 26 mai 2022, organisée par la Fondation Forum de Bamako. Cette rencontre annuelle internationale de haut niveau se veut un cadre de réflexion et d'échange sur la question de développement du continent. Aïssata Traoré et Moussa Tembine ont suivi la cérémonie d'ouverture pour vous. Pour cette 22e édition du Forum de Bamako, qui rassemble comme à chaque fois d'éminentes personnalités et organisations venues de divers horizons, le thème retenu est Femmes, paix, sécurité et développement. Une thématique pertinente selon les organisateurs, eu égard les défis du moment qui placent la femme dans tous les processus de paix et de développement durable. De nombreux experts estiment que le fait pour les communautés de ne pas associer les femmes aux initiatives de paix et de sécurité les empêche très souvent d'établir une paix durable, d'où l'adoption à l'unanimité il y a plus de 20 ans, le 31 octobre 2000, par le Conseil de sécurité de la résolution 1325 sur le droit de la femme, la paix et la sécurité. Ce n'est qu'en garantissant aux femmes et aux filles le droit du développement durable que nous parviendrons à assurer la justice par leur inclusion, à développer des économies qui bénéficient à tous et à tout, et à préserver l'environnement que nous partageons aujourd'hui et pour les générations futures. Pour Naha Magasuba, un tel colloque constitue pour les participants une approche participative en quête de solutions aux défis, surtout ceux liés aux conflits dont les femmes et les enfants sont les premières victimes. Lorsque les femmes parlent de paix, elles parlent avec leur cœur, partagent sincèrement leurs émotions et s'ouvrent à la paix sans condition. La douleur éprouvée par les femmes lors des conflits armés quintuple, car chaque fois, elles sont touchées, soit parce que leurs enfants, leurs maris ou elles-mêmes sont directement touchés. Malgré les peines et les pires cruautés dont elles peuvent être victimes, les femmes restent les plus résilientes et les plus conciliantes lorsqu'il s'agit de paix. Les partenaires du forum, à savoir l'Union européenne et la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali MINUSMA, ont salué l'initiative tout en garantissant leur disponibilité à l'accompagner. Le Premier ministre, qui a présidé l'ouverture de cette 22e session du Forum de Bamako, a saisi l'occasion pour rappeler la nécessité d'organiser de telles rencontres qui offrent un espace de partage d'expériences et de points de vue sur les grands sujets de l'heure qui touchent le continent africain. Mesdames et messieurs, le Forum de Bamako est une plateforme de réflexion prospective qui, grâce à l'engagement du président du Forum et des membres de la Fondation Forum de Bamako, font aujourd'hui du Mali une vitrine en Afrique et au-delà de notre continent. Cadre de réflexion stratégique et outil d'aide à la décision, le forum ne pouvait être mieux inspiré en choisissant le thème de la présente session consacrée à la femme, la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Une problématique transversale qui se trouve être au cœur des priorités du gouvernement de transition. Durant 3 jours, les participants à cette 22e session du forum échangeront sur plusieurs thématiques à travers des panels de discussion. Des remises de prix d'excellence ont sanctionné cette première journée du forum de Bamako. Toujours par rapport à la 22e édition du Forum de Bamako qui se tient depuis ce jeudi 26 mai 2022, au deuxième jour de cette rencontre, les participants ont échangé lors d'un panel autour de l'implication de la femme dans la gestion des conflits et les questions de sécurité dans le monde. Suivant le reportage avec Sankou Diallo et Mamadou Bilali Koulibaly. Le Forum de Bamako, qui réunit les intellectuels de l'Afrique et du monde, est à sa 22e édition. Au cours de ce forum, les panélistes ont fait leur analyse sur le thème
L'objectif de cette rencontre annuelle est de trouver ensemble une solution globale à la thématique. Vous avez été dans les régions du Nord, vous avez été à Ber, à Kidal, dans les villages les plus reculés, où ce sont les femmes qui tiennent encore les fractions, les villages. Aujourd'hui, dans beaucoup de communes, ce sont les femmes qui portent le développement. Ce sont les femmes qui sont les chefs de famille. Parce que dans beaucoup de collectivités, dans beaucoup de communes, les hommes ne sont plus là. La thématique femmes, paix, sécurité et développement fait appel à toutes les couches sociales pour la résolution de cette crise qui traverse toute l'Afrique, précisément le Mali. Les experts dans la question de sécurité expliquent davantage la nécessité de l'implication de la femme au niveau sécuritaire. Les femmes sont victimes aussi du contexte sociopolitique et institutionnel. C'est-à-dire, c'est des sociétés en mutation où, je dis bien, on est dans des sociétés hybrides. Ça veut dire quoi? Les femmes n'ont jamais pu être valorisées dans leur potentiel, mais en même temps, elles sont au cœur des processus. Donc le centre que je dirige travaille sur la visibilité de ces femmes, sur les enjeux et surtout sur les complexités. Aucune possibilité de résolution sans une forte compréhension de la situation. Ainsi, ce panel tenu fera des propositions de solutions. En période de conflit, en période de guerre, c'est souvent les femmes qui sont les premières victimes. Mais au-delà de ça, c'est aujourd'hui nous sommes à la recherche de solutions. Que pouvons-nous faire ensemble pour que nous vivions tous dans un Mali apaisé, dans un Mali rassuré, mais qui regarde son avenir? Force est de reconnaître que les communes rurales sont des endroits où la paix et la sécurité sont absentes, surtout pour les femmes. Elles sont les premières victimes en cas de conflit, car le vide qui est laissé dans ces communes rurales est occupé par d'autres personnes. Ainsi, les femmes doivent avoir une complicité avec les acteurs de la sécurité pour sortir de l'impasse. Ce sont ces gens qui sont venus pour notre protection. Et notre information est capitale. Parce que quand tu viens dans un endroit, c'est comme un aveugle ne sait où il va. Mais nous devons les guider pour les montrer le bon chemin. Leur donner la communication qui est très importante pour qu'ils puissent se déplacer et nous défendre. Femmes, paix, sécurité et développement, un thème crucial qui constitue un moyen pour la mobilisation des femmes dans le développement et la sécurité de leur secteur et de leur nation. Ce thème prouve que la place de la femme ne se limite pas seulement qu'à la maison, mais qu'elle a également son rôle à jouer dans la gestion des conflits. Présent à l'ouverture du Forum de Bamako ce jeudi 26 mai 2022, un forum qui a pour thème Femmes, paix, sécurité et développement en Afrique, l'imam Mahmoud Diko s'est exprimé sur la situation actuelle du Mali. Selon lui, le peuple malien est pris en otage par des gouvernants arrogants et la communauté internationale par leur orgueil. Des propos qui défraient la chronique. Cheikh Omar Mariko a fait le tour de la toile suivante. Une fois encore, l'imam Mahmoud Diko fait parler de lui. La toile s'enflamme pour ses propos qu'il a tenus ce jeudi lors de la cérémonie d'ouverture du Forum de Bamako. Mais de quelle paix parle-t-on et de quelle sécurité et de quel développement dans une situation où, particulièrement pour le Mali, pendant que le peuple malien est pris en otage par des gouvernements arrogants, je dis bien arrogants, et la communauté internationale, par leur orgueil, pense que le peuple malien doit rester dans cette situation, mourir à petit feu. Un avis qui semble ne pas être partagé par certains internautes. Ce sont des lamentations d'un égaré. Il fut à la tête de la lutte qui emporta le régime Ibeka, mais il n'a pas accepté ce qui est advenu. Oui, ce gouvernement est trop arrogant, mais le peuple malien l'aime comme ça. Vu son statut social, ces propos ne devraient pas venir de lui. De tels propos ne doivent pas être publics. Tous les Maliens souffrent de cette situation et nous devons supporter. Ne se sent-il pas concerné? Si la situation lui est insupportable, qu'il aille là où il se sentira en l'aise. Par ailleurs, certains y voient un acte qui reste, selon eux, purement démocratique. C'est un Malien, pas moins que les autres.
Il a le droit d'exprimer son point de vue sur la situation, même s'il n'est pas approuvé. Imam dit vrai, ils sont arrogants, orgueilleux et circulent de vanité en vanité. Que Dieu ait pitié, sinon ça ne va pas. À ce titre, d'autres voient en cette réaction un piège de la part de l'imam et invitent les autorités à, je cite, éviter les pièges tendus. Les autorités actuelles doivent éviter le piège tendu par Imam Dicko. Si jamais ils réagissent en l'arrêtant ou en l'interpellant, elles vont sans nul doute lui donner une nouvelle notoriété. Il a le droit de donner son point de vue, c'est normal, mais attention au piège. Pour l'instant, aucune réaction de la part des gouvernants qu'il tacle, même si certains craignent qu'il se fasse interpeller pour ses propos. Nous poursuivons ce journal avec d'autres points de l'actualité. Le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali, SYNABEF, lance la deuxième édition de sa retraite stratégique après celle du 24 et du 25 octobre 2020. Les activités ont débuté ce vendredi 27 mai 2022 à Ségou, en présence du gouverneur de la région et du secrétaire général de l'UNTM. Le compte rendu avec notre envoyé spécial, Moussa Tembini. Pour la deuxième fois consécutive, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali, SYNABEF, qui a réuni tous les secrétaires généraux du SYNABEF. La particularité de l'édition de cette année est la participation de ceux de l'UNTM. La cérémonie a débuté par les mots de bienvenue du maire de la région de Ségou, qui a tenu à remercier les participants pour avoir choisi la ville de Balanza, qui est Ségou. Le secrétaire général du SYNABEF explique les principales raisons de cette rencontre. C'est pour rassembler tous nos militants, c'est pour rassembler tous nos camarades autour des idéaux de l'UNTM, autour des idéaux du SYNABEF, organiser des journées de communion, nous rapprocher pour cultiver le sentiment de militantisme. C'est pour cela que nous organisons ces sorties au moins une fois chaque année. Cette rencontre permet aux membres des différents syndicats de se remettre en cause et aussi faire le bilan des travaux précédents selon le secrétaire général du SYNABEF. Ça permet également de se remettre en cause et ça nous permet de joindre l'utile à l'agréable, aller vers des formations. Comme l'a dit tout à l'heure Katile, un militant, un syndicaliste sans formation est un danger potentiel, tout comme disait Thomas Sankara, un militaire sans formation politique est dangereux pour l'État. Réellement, ça permet de consolider nos rangs et ça nous permet de faire le bilan d'un parcours qui a été très douloureux ces deux dernières années, trop de grèves, et essayer également de cultiver aujourd'hui ce qui est nécessaire, aller vers un apaisement surtout du climat social. Quant au secrétaire général de l'UNTM, il explique les raisons de sa présence à cette cérémonie inaugurale du SYNABEF. C'est pour être d'abord le témoin oculaire des activités qui mènent les structures syndicales affiliées à notre centrale syndicale, l'Union nationale des travailleurs du Mali. Il y a le SYNABEF qui est dans ce genre d'exercice pour la deuxième fois. Et le grand souhait, c'est que tous les syndicats nationaux empruntent vraiment cette voie parce que c'est des occasions de formation de nos militants et de nos militantes. Question de mise à niveau, la meilleure compréhension des responsables syndicaux par rapport à l'enjeu du moment, par rapport à les luttes que nous menons. Comme on dit, un syndicaliste mal formé, c'est un danger pour lui-même, pour l'administration et même pour l'État. Une bonne formation syndicale permet de bien gérer les questions de dialogue social. Yacouba Katile. Une bonne formation permet vraiment de mieux gérer les questions, surtout dans le cadre du dialogue social. Chose que nous saluons fortement. Qu'on soit là aujourd'hui, c'est pour accompagner ces syndicats nationaux, les encourager et surtout demander aux autres affiliés de l'UNTM d'emprunter vraiment cette voie. Des trophées ont été décernés à des personnalités pour leur dévouement dans la lutte pour le bonheur des travailleurs. Après Ségou, la cité des Balanzans, direction la Nouvelle-Zélande pour parler de l'image du jour, la grotte au verre luisant de Waitomo.
La grotte au vert luisant de Waitomo est une grotte bordée d'une rivière se nichant au cœur de la Nouvelle-Zélande. Considérée comme l'une des plus célèbres de la région, cette grotte émerveille par sa bioluminescence exceptionnelle due au vert luisant bleu qui s'y cache. Le site se trouve dans le nord du King Country, sur l'île du Nord en Nouvelle-Zélande. Environ 300 grottes calcaires composent Waitomo, reliées les unes par les autres par des tunnels souterrains, mais celle qui intéresse le plus les voyageurs, c'est Glowworm Cave, en raison des larves luisantes qui peuplent ces parois pour les recouvrir de lumière féerique. Ces vers luisants, par leur bioluminescence, s'illuminent pour attirer leur proie lorsqu'ils ont faim et donnent l'impression d'un ciel étoilé sous terre. La Waitomo Glowworm Caves a été découverte par un ancien membre de la tribu Maori Tanatinoru en 1887. Cette grotte particulière a été ouverte aux touristes en 1889 afin de faire découvrir de véritables merveilles enfouies à quelques dizaines de mètres sous la surface. Afin de préserver la beauté des lieux, des estimations sont faites chaque jour sur la quantité précise de touristes qui auront accès à la grotte afin de ne pas perturber la tranquillité des vers luisants qui redoutent bruits et lumières et s'éteignent alors pour plusieurs heures lorsqu'ils se sentent en danger. Après l'image du jour, Fanta Diarra pour la page internationale. Le ministre de la Santé du Sénégal, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a depuis été limogé par le président sénégalais Macky Sall, annonce que l'État attend le rapport d'expertise de la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, pour connaître la cause de l'incendie qui a tué 11 bébés selon le bilan officiel. Le drame de Tivaoune, provoqué par un court-circuit selon les premières informations, est le dernier en date à mettre en lumière les carences du système de santé de ce pays pauvre. Il a suscité promesses de modernisation et d'investigation de la part des autorités et appelle à la démission dans l'opinion et l'opposition, notamment celle du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. À l'état actuel de la situation, j'aimerais effectivement partager la douleur avec les familles. Parce qu'il faut absolument le dire, c'est extrêmement douloureux. C'est pourquoi d'ailleurs le chef de l'État a décidé de 3 jours de deuil national. Partager aussi la douleur avec le Khalife général de Tidiane et tout Tivaouane, mais partager la douleur avec le peuple sénégalais. Aujourd'hui, il faut noter que nous attendons le rapport d'expertise technique de la Sénélec qui va nous édifier sur l'origine du problème. Dans la soirée, à l'heure du grand journal de la télévision publique, la présidence a annoncé que le chef de l'État avait pris un décret pour remplacer M. Sarr par Marie-Kemes Ngom-Ndiaye, précédemment directrice générale de la santé publique. Le chef de l'État a décrété 3 jours de deuil national. Il avancera son retour de déplacement à l'étranger vendredi pour se rendre à Tivaoune samedi selon ses services. Les autorités ont annoncé une enquête et la justice a promis de se montrer intraitable. Le président de la Commission de l'Union africaine, le diplomate tchadien Moussa Faki Mahamat, prononce un discours à Malabo, en Guinée équatoriale, où s'ouvriront vendredi 27 et samedi 28 mai des sommets extraordinaires consécutifs, le premier sur les crises humanitaires et le second sur le terrorisme et les changements inconstitutionnels de gouvernement. Malabo assure qu'une vingtaine de chefs d'État sont attendus au moment où l'Union africaine estime que 113 millions d'Africains ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence en 2022, que le terrorisme djihadiste gagne tout le continent et après des années marquées par 4 coups d'État reconnus comme tels par l'organisation panafricaine qui a suspendu de ses instances le Mali, le Soudan, le Burkina Faso et la Guinée. Les préparatifs ont commencé mercredi après-midi dans la capitale équato-guinéenne par la cérémonie d'ouverture d'une session du Conseil exécutif de l'Union africaine et les discours du président de la Commission, le diplomate tchadien Moussa Faki Mahamat. L'Afrique compte aujourd'hui, selon les données mises à jour par les agences humanitaires, environ 113 millions de personnes ayant besoin d'aide alimentaire.
dont 48 millions sont des réfugiés, des demandeurs d'asile et des déplacés internes. Il faut répondre en urgence aux besoins de ces personnes afin de préserver ce qu'il leur reste de dignité humaine. Si rien n'est fait, il faudrait s'attendre à une augmentation de ce nombre et à une irréversible plongée dans la sous-humanité de ces personnes. Les délais de transition mis en place au lendemain de ces changements anticonstitutionnels sont devenus des sources de dissensions et parfois de tensions préjudiciables à la stabilité des États concernés et à celle de leur voisinage. Selon l'Union africaine, les besoins humanitaires augmentent rapidement en Afrique, notamment à cause des chocs climatiques et des conflits qui ont augmenté de manière exceptionnelle les besoins humanitaires. Plus de 30 millions de personnes sont des déplacés internes sur le continent, dont plus de 10 millions d'enfants de moins de 15 ans, selon l'Union africaine. En cause, les conflits intercommunautaires dans certaines régions et l'insécurité alimentaire. Le pouvoir d'achat, la santé et le climat sont les 3 urgences auxquelles le gouvernement doit s'atteler, déclare Elisabeth Borne après avoir fixé 3 mots d'ordre à ses ministres réunis à Matignon: rapidité, efficacité et résultat. Les premières semaines de notre action doivent être consacrées à répondre aux urgences des Français, a plaidé la première ministre à l'issue de 2 heures de réunion à Matignon avec l'ensemble du gouvernement. Entrée en fonction mi-mai dans un contexte de forte inflation, Madame Borne a ainsi fixé 3 priorités, en commençant par le pouvoir d'achat qui donnera lieu à des mesures dès la reprise des travaux parlementaires après les législatives. Des lois d'urgence pour le pouvoir d'achat seront les premiers textes de ce quinquennat. Elles seront examinées par la nouvelle Assemblée dès la reprise de ces travaux. Et nous sommes convenus qu'il ne devait y avoir ni oubliés ni angle mort. Outre les retraités, les salariés, les indépendants, les agents publics, j'ai demandé à mes ministres d'avoir une attention particulière pour les étudiants. La deuxième urgence, c'est la santé. Nous devons répondre à très court terme au défi du manque de personnel dans les services hospitaliers et les établissements médico-sociaux. J'ai demandé aux ministres concernés de se pencher sans attendre sur ce sujet et de me faire des propositions très rapidement pour prendre des mesures efficaces pour l'été. J'ai donné à mon gouvernement 3 mots d'ordre: rapidité, efficacité et résultat. J'y tiens et nous ferons collectivement un suivi continu de notre action. Nous nous réunirons en séminaire gouvernemental autour du président de la République avant la fin du mois de juin. De mon côté, je réunirai les ministres dans ce format à Matignon chaque mois. Afin de réaliser le suivi de ces feuilles de route, Mme Borne a annoncé qu'un séminaire gouvernemental s'est déroulé avant la fin du mois de juin autour d'Emmanuel Macron et qu'elle-même réunirait les ministres dans le même format tous les mois à Matignon. Après la page internationale, parlons du train littéraire. Comme à l'accoutumée, chaque dernier jeudi du mois, l'espace culturel La Gare sert de cadre pour l'émission littéraire dénommée Train littéraire. Amelia Kapinga Beya était l'invitée de ce jeudi 26 mai autour de son œuvre La Voix des Sans-Voix. Korotumujila et Bakoroba Nyare pour le compte-rendu. Intitulé La Voix des Sans-Voix, le roman d'Amelia Kapinga Beya était à l'honneur lors du train littéraire de ce jeudi 26 mai 2022. Abordant des thèmes de violence à l'endroit des femmes, l'auteur prête sa voix à toutes les victimes et dit stop à ces mots qu'elles subissent. La voix des sans-voix, en fait, c'est le fait de porter ou de parler à la place des personnes qui subissent certaines violences dans la société. J'aborde le divorce, la puberté, surtout l'inceste qui est le thème central. Il y a la jeunesse, il y a la grossesse aussi. Le thème de l'inceste est celui qui se présente comme le principal dans l'œuvre. Selon Adama Sidibé, pour y remédier, l'irresponsabilité des responsables doit cesser. Je conseillerais la bonne éducation parce que en tant qu'écrivain, j'ai évoqué ces thèmes. J'ai parlé de l'irresponsabilité des responsables parce que chacun doit jouer son rôle.
chacun doit jouer son rôle, les enfants doivent jouer leur rôle, les parents, les gouverneurs. Donc, si chacun joue son rôle, donc ces questions-là, nous allons les parler. Parce que c'est une question d'éducation. Selon l'auteur elle-même, le fait d'aborder la question de l'inceste est une manière pour elle de montrer les conséquences de cet acte ignoble au sein de notre société. Ce n'est pas une bonne chose l'inceste, mais de montrer les conséquences de l'inceste et ce que ça peut donner comme choc psychologique et comment ça peut dissocier les membres d'une famille et qu'est-ce que ça amène comme cause et conséquences. Notons que les violences faites aux genres prennent leur source dans nos familles respectives. La voix des sans-voix est un appel à l'endroit de tout un chacun, parents comme enfants, de veiller à réduire le flux des violences au sein de nos familles. De l'invité culture, Sarah Diakité, chanteuse de gospel, était l'invité culture lors de notre précédente édition. Nous vous proposons un extrait de l'entretien qu'elle nous a accordé. L'album Yesu, comme vous l'avez dit, c'est mon deuxième album, après le premier Jéhovah qui est sorti en 2015. Donc c'est un album à la base gospel, tous les chants d'ailleurs, qui parle un peu de Jésus, qui parle de l'œuvre de Jésus, et puis voilà, qui parle de l'amour de Jésus et de bien d'autres choses, pouvant intéresser les chrétiens et même les personnes qui ne sont pas chrétiennes aussi. Simplement pour la salle, voilà, pour le cadre. Et puis je pense que c'est l'une des belles salles qu'on a. Voilà. Et puis avec mon comité, je pense que c'est une décision collégiale aussi, qui ne dépend pas forcément de moi seul, d'aussi les autres personnes voilà, qui travaillent avec moi. C'est suffisamment fatigant, mais c'est passionnant. Ça se passe bien. J'ai une très belle équipe que je salue, voilà, et beaucoup de personnes ressources qui travaillent depuis des mois d'arrache-pied. Donc ça va, ça se passe bien. Ce sera une merveilleuse journée dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et donc toutes les personnes qui nous regardent sont invitées à venir prendre part à ce temps de louange, de célébration, de cris de joie, de danse. Voilà, tout le monde est invité. Je vais chanter un chant qui dit « Merci à Jésus ». Voilà, parce qu'à la base, tout ce qu'on a fait vient de lui, c'est sa grâce. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. À présent, nous en venons au chapitre sport de ce journal football organisé par le Centre d'animation pédagogique de Sénou en partenariat avec l'AGICAD, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. La finale du tournoi interscolaire de football de Sénou s'est tenue ce jeudi 26 mai 2022 au terrain municipal de la dite localité. Elle a opposé l'équipe de Sénou Base à celle de Sénouvienne. Le compte rendu avec El Hadji Malik Guité et Tchena Tangara. Après 10 mois de compétition qui a vu la participation d'une dizaine d'établissements scolaires, la finale tant entendue du tournoi interscolaire de football de Sénou s'est enfin disputée. Le public sénouvien sorti massivement pour l'occasion a assisté à la victoire de l'équipe de Sénou Base qui s'est largement imposée 3-0 face à celle de Sénouvienne. Pour les organisateurs, cette initiative vise à renforcer la cohésion sociale au milieu scolaire de la localité. On a vu que c'est une très belle initiative, vu que ça renforce la cohésion sociale et aussi ça aide les élèves à maintenir leur santé pour mieux se concentrer sur les examens. Parce que le sport, c'est toujours bien en milieu sportif. À l'issue de ce tournoi, le directeur du centre d'animation pédagogique CAP de Sénou s'est dit très satisfait de cette initiative qui a mobilisé toutes les couches de Sénou. Être à côté du chef de village, chef de quartier, avec la maire de Sénou, avec tout mon personnel, avec tous les directeurs d'école privés, publics, avec les promoteurs d'école, avec les élèves. Donc c'est une très très grande satisfaction.
Partenaire de cet événement, l'AJICAD a profité pour sensibiliser les élèves au cours de ce tournoi sur des questions liées à la démocratie, à la citoyenneté et aux droits humains. L'AJICAD a tenu à accompagner ces tournois parce qu'à travers les différents mi-temps, nous tenons aussi des sensibilisations sur nos différentes thématiques. Par exemple, sur les violences basées sur le genre, sur la bonne gouvernance et puis aussi sur la citoyenneté. Pour les élèves, cette initiative est à pérenniser. Je suis très content d'avoir remporté cette finale. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. J'encourage les initiateurs à continuer sur cette lancée. Nous avons vraiment aimé cette initiative. C'est un facteur de cohésion sociale entre les différents élèves de Sénou. Que les organisateurs continuent sur cette lancée. Pour rappel, l'équipe vainqueur de ce tournoi a empoché la somme de 100 000 francs contre 50 000 francs pour l'équipe finaliste malheureuse. Nous poursuivons avec le chapitre sport et toujours au programme du football. José Mourinho n'est pas forcément fini, comme l'annonce la presse. Le technicien portugais vient d'écrire encore une autre page de son histoire glorieuse d'entraîneur de haut niveau. Contre Feyenoord, il a gagné sa 5e finale de Coupe d'Europe. Le point avec Amadou Tolo. Oui, José Mourinho est assurément le roi des finales européennes. 5e trophée continental après ses 2 Ligues des Champions, 2004 avec le FC Porto, 2010 avec l'Inter de Milan, et ses 2 Ligues Europa, 2003 avec le FC Porto, 2017 avec Manchester United. Mourinho, c'est donc l'entraîneur qui a gagné toutes les finales de Coupe européenne qu'il a jouées. Selon nos confrères d'Afrique Mag, c'est un Mourinho ému qui a fondu en larmes sachant qu'il vient d'écrire l'histoire. J'avais dit aux joueurs qu'ils avaient fait leur travail en se qualifiant pour la Ligue Europa avec la 6e place en championnat. Aujourd'hui, ce n'était pas du travail. C'était l'histoire à écrire, a-t-il confié. On a beaucoup donné pour cette compétition, sans oublier l'objectif prioritaire qui était de se qualifier pour la Ligue Europa. Ce titre est dans l'histoire de la Roma. J'ai tout de suite compris où je mettais les pieds en débarquant ici, à Rome, il y a 11 mois maintenant, a déclaré Mourinho. Fidèle à son habitude, José Mourinho a fait ce que l'on appelle du Mourinho, en commentant l'importance de ce trophée pour la ville de Rome et pour sa carrière personnelle. C'est une chose de gagner avec des équipes comme Porto, la Roma, l'Inter. Cela te fait sentir spécial, a-t-il expliqué. Mourinho qui donne aussi à la Roma son premier trophée européen depuis 1961. Bat un record, un 3e trophée européen sur 3 différentes compétitions. On m'a dit que je rejoins Giovanni Trapattoni et Sir Alex Ferguson. Cela me fait sentir un peu vieux. Mais maintenant, je vais aller en vacances profiter de la plage devant ma maison et penser à tout ça, a-t-il plaisanté. Qui parmi les entraîneurs européens pour emboîter les pas de Mourinho? L'histoire nous en dit. Voilà, ici prend fin ce Djoliba Evening News que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.